plateau de Télé 50. Eh bien, la Constitution, le changement, la révision, on en parle encore aujourd'hui, c'est vrai. Et si hier, porté par l'UDPS, la question de la révision, du changement de la Constitution, le chef de l'État a ouvert cette possibilité pour parler du changement carrément de la Constitution. Et de là, il n'a pas présenté une politique dans chaque secteur, qu'est-ce qu'il devra faire. Et cette mesure n'a pas été présentée bien avant. Dans sa politique qu'il a présentée au niveau du gouvernement provincial pour se faire élire. L'État n'est pas capable d'imprimer le permis de conduire, on ne sait pas pourquoi. Deuxième chose, la procédure elle-même de l'acquisition de ces permis de conduire. Quand vous regardez dans la loi routière, on prévoit quand même la petite formation intégrant les chauffeurs. De Joseph Kabila, c'est ceux qui tiennent aujourd'hui l'AFC de Corneille Nangaa. Est-ce que le dire, c'est pas la vérité? On ne peut pas toucher cet article parce que toute la nation doit être représentée dans le gouvernement. Et enfin, la forme républicaine de l'État. Et là, ça touche beaucoup d'articles. La RDC, c'est une république, ça ne peut jamais devenir une monarchie. Des luttes armées, etc. Vous connaissez l'histoire. Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Voilà, merci beaucoup. On va parler du prochain remaniement. On va parler de certains sujets d'actualité en RDC. Alors, il y a la rentrée, pas la rentrée, mais les examens d'État. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour, troisième jour. Nous recevons pour vous Bélédou Jésus. Bienvenue. Merci. Alors, vous avez aussi un regard par rapport à ces élèves. Quel est votre regard, surtout par rapport à ces élèves, après la circulaire de la ministre Raïssa Malou, pouvant certainement permettre à ce que les femmes enceintes ne soient pas chassées des écoles? Merci de l'invitation d'abord, Jean-David Kilolo. Je pense qu'au niveau des statistiques, 1 70 000, au-delà de 1 70 000 élèves qui participent à ces épreuves. Mais je pense que si la guerre ne nous était pas imposée dans la partie Est, notamment à Goma, Bukavu, mais aussi à Bunagana, on aurait eu les statistiques un peu plus que ça. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont été enrôlés des forces à Goma par la FCM 23, à Bukavu notamment, et ces enfants malheureusement ne peuvent pas participer à ces épreuves. Et il y en a aussi d'autres qui sont tombés par le fait de cette rébellion dans cette partie occupée, parce que vous savez très bien, il y a eu une sorte de visite chaque nuit. Il y a une ONG de défense des droits de l'homme qui a alerté sur au moins 100 visites par semaine où des jeunes étaient pris et enrôlés des forces. Pour ceux qui résistaient, c'était la mort. Et donc nous pensons que les statistiques auraient pu être mieux que ça. Mais en ce qui concerne les femmes enceintes, les élèves, excusez-moi, enceintes, etc., je pense qu'il y a à boire et à manger. Mais moi, mon humble avis, je dirais que cette pratique a toujours existé. Moi, personnellement, à l'époque, quand je présentais mes examens d'État, il y avait quelques dames enceintes, des fois même mariées, qu'on associait à nous, qui n'étaient pas autodidactes. Nous, on étudiait le jour, mais les épreuves d'État, on nous associait toujours avec ces dames. Je crois que ce n'est pas une première. Peut-être que la ministre a voulu simplement formaliser. Ce n'est pas un encouragement comme les uns le pensent, encourager les femmes à la débauche pour aller faire les examens d'État ou participer. Non, je ne pense pas, mais je crois qu'on ne doit pas doublement punir ces enfants qui tombent souvent enceintes à l'insu de leurs parents. Et donc c'est tout à fait normal que ces enfants-là aient aussi droit à participer à ces épreuves. Cependant, il y a un élément important que j'aimerais souligner ici, c'est que j'apprécie beaucoup plus l'implication de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Elle fait quoi?
Moi, je suivais toujours de très loin, je suis toujours de très loin les activités qu'elle fait. Mais quand j'ai vu qu'elle s'intéressait beaucoup plus aux élèves qui terminent, en les boostant à faire mieux avec la bourse Excellencia, qui est une bourse d'ailleurs qui fait partie de la fondation DNT, Denis Diakerou Tshisekedi, je me suis dit, ah tiens, ça c'est très important. Parce que dans la vie, il faut challenger. Il faudrait que la jeunesse sache, surtout la jeunesse congolaise, sache que l'avenir de demain, le Congo de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et si on veut construire, on veut bâtir un Congo fort, un Congo prospère, un Congo où on aura des élites, il faudrait faire mieux. Ça veut dire travailler en conséquence pour bénéficier aussi d'une bourse d'excellence d'études pour la suite du parcours académique. Et donc, j'ai vu la Fondation DNT s'intéresser à la question. La première dame qui, d'ailleurs, j'ai aimé un acte qu'elle a posé en cherchant à entrer en contact avec le maximum d'élèves, démunis surtout, ceux qui sont dans des milieux reculés. Elle a fait de son mieux pour accéder à ces gens-là, pour les motiver, motiver leurs parents et motiver tous les finalistes. Elle a lancé le recrutement au niveau des TEN. Au-delà de ça, la fondation Denis. La fondation a demandé à tous les élèves, à encourager, voulais-je dire, les élèves à faire mieux, au-delà de 80% pour bénéficier, ou au-delà de 70%, pour bénéficier justement des bourses d'études Excellencia. Et d'ailleurs, les années qui viennent de passer ont démontré que beaucoup d'élèves qui ont fait mieux, ont bénéficié de ces bourses. Et cette année encore, les bourses sont disponibles pour beaucoup d'élèves. Et donc, c'était un encouragement pour les jeunes à faire mieux afin de bénéficier. Ça ne distingue pas les familles, que l'on soit nanti ou pas. Le plus important, c'est de mieux faire en termes de résultats afin de bénéficier de ces bourses d'études. Et donc, ça, c'est quelque chose à encourager et j'ai apprécié de la part de la distinguée première dame. Voilà. Alors, il y a une autre thématique sur la sortie imminente du gouvernement. Est-ce que ça vaut la peine pendant ce temps? Parce que les chefs d'État parlaient que c'est un gouvernement resserré, un gouvernement de large ouverture, ce qui fait qu'on pourrait voir les princes Epenge, on pourrait voir des Devos Kitoko, le frère à Escadé, la Monidela, on peut voir Monidela, on peut voir aussi Gratien de Saint-Nicolas, donc des kabylistes, des katumbistes seraient là. Bon, nos câbles en tant que journalistes nous disent que ce gouvernement ne va pas faire long feu. C'est un gouvernement qui aura tout au plus 5-6 mois. Ça, c'est nos câbles en tant que journalistes. Et d'aider, l'opportunité ou pas, je pense qu'il y avait opportunité vraiment qu'il y ait une évaluation. Parce que Tshisekedi lui-même l'avait annoncé lors d'un conseil des ministres qu'il y aurait une évaluation. Mais seulement, cette fois-là, le président de la République a levé les tons en annonçant un changement pratiquement lors du dernier conseil des ministres, un changement à pratiquement 80% des personnes, des membres du gouvernement vont passer. Et le ton avec lequel le chef de l'État a annoncé ce remaniement a laissé quand même à désirer. Ça veut dire que le chef de l'État est sur une autre optique des choses. Généralement, en ce genre de situation, les chefs de l'État consultent toujours le président ou le chef des partis politiques. Cette fois-là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu des consultations avec Berrand. Après, le chef a eu ses conclusions. Hier encore, c'était la première ministre Judith Souminois qui était allée voir le chef de l'État pour le tout dernier réglage. Alors, moi, la question à se poser maintenant, c'est que est-ce qu'il y a une opportunité qu'il y ait Souminois 2 ? C'est ça la question, parce que c'est la question qui revient sur toutes les langues. Et si Souminois 2 il y aura, pour quelles raisons ? Ben, je pense que sur cette question, Jean-David Kilolo, il faudrait quand même dire ici, on a jugé hâtivement cette dame, parce que je disais à quelqu'un que Souminois a bénéficié d'une situation très complexe et compliquée. En 10 années, aucun Premier ministre n'avait bénéficié ou hérité d'une telle situation lors de sa nomination. Un contexte de guerre, où le pays était déjà déchiré en une partie. Mais elle n'est pas la première dans ce pays. Non, je remets les contextes. En 10 années, on n'a pas connu un Premier ministre qui trouve
Et Goma et Bukavu, Bunagana, une bonne partie de l'est du pays en proie à la rébellion et sous contrôle de l'ennemi. Et donc je pense que c'est un contexte difficile dans lequel cette dame sera nommée. Et en une année, quand même, s'il faudrait comptabiliser, il faudrait dire ici qu'elle a eu beaucoup de courage de porter à l'impulsion gouvernementale, justement en réglant beaucoup de questions sécuritaires sur le plan diplomatique. La réactivation du secteur diplomatique, avec notamment les deals qu'on vient de conclure avec, on passe d'être conclu avec les Américains, c'est quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, s'il n'y a plus d'avancée de la rébellion AFCM 23 et le Rwanda, parce que, souvenez-vous, on annonçait qu'au mois de juillet, la rébellion gagnerait Kinshasa et que la panique gagnerait ici. Mais c'est aussi grâce justement à un aspect diplomatique, à la touche diplomatique importante de cette première ministre souminoise en activant notamment la dame Wagner, qu'on a réussi quand même à stopper cette avancée. Et ça, c'est un élément significatif. C'est sous Judith Suminwa qu'on a eu la résolution des Nations Unies 2773, une résolution qui est claire, qui demande le retrait des troupes des partis occupés, notamment Bunagana, les partis que la rébellion occupe durant aujourd'hui 3 années. Et donc ce sont des choses concrètes sur le plan diplomatique à saluer. Et j'ai aussi aimé un aspect important, le fait que la RDC est toujours sur le plan diplomatique et occupée un siège non permanent au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que ce sont des efforts impulsés là, aussi vous jetez des fleurs à la ministre des Non, oui, mais parce qu'il faudrait savoir... Qui déjà insidieusement vous demandait à ce qu'elle soit reconduite, pas? Non, non, en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à apprécier les joueurs sur le terrain, mais à oublier qu'il y a un coach qui met les joueurs en activité. Et c'est justement ça le problème avec l'avantage avec Suminwa. Et il y en a tant d'autres sur le plan diplomatique, vous savez, et même sur le plan national. C'est la première dans ce pays que nous connaissons une stabilité du taux d'échange en une année. Vous vous souvenez, les cambistes étaient traqués à travers la République simplement parce que les taux du dollar étaient instables. Mais aujourd'hui, il est vrai que la touche des Doudoum Fouamba s'est fait sentir pendant cette année du gouvernement Suminwa 1. Mais on sent aussi que c'est l'impulsion que la première dame et la première ministre Suminwa a donné pour qu'il y ait la stabilité du taux d'échange. Mais de l'autre côté, il y a le prix de pétrole, gaz, qui jusque-là, les prix ont été revus à la baisse. Non, mais alors, il y a d'autres... Bon, tout ça. Et donc, ça, ce sont des éléments importants. Alors, il y a d'autres... Il y a d'autres... Il faut qu'ils partent. Oui, non, je disais, Suminwa 1, je pense que Suminwa 2... pour être la bienvenue par rapport à la prouesse que cette dame a pu prouver, au-delà des critiques sexistes qu'elle a été victime. Mais il y en a aussi des secteurs qu'on devrait quand même soit fusionner. Par exemple, il y a un chevauchement qui ne dit pas son nom entre l'aménagement du territoire, l'habitat et les ministères des affaires foncières. Il y a un chevauchement qui ne dit pas son nom à un tel enseigne qu'il y a une confusion. On ne sait pas si il y a des ministères qui connaissent, qui comprennent le motif même pour lequel ça existe. Il y a un ministère qu'on a intitulé ministère des handicapés, par exemple. Et jusqu'à créer un secrétariat général du ministère des handicapés, comme si on n'avait pas les ministères des affaires sociales. Et donc, si l'on veut avoir un gouvernement moins pléthorique, il faudrait aussi penser à fusionner ces ministères. Les ministères des affaires sociales existent déjà. Oui, avec la dynamique Nathalie Aziza Mounana, qui fait un bon travail. Ce côté-là. Oui, il y a boire et à manger avec elle. Parmi les ministres qui font quand même du bon boulot, il y a Doudou Fouamba, Likoundé Libotaï, qui a pratiquement marqué une rupture avec le passé. Et celui de transport. Sur notamment les paiements en urgence. Aujourd'hui, la RDC a un compte unique du Trésor. Ça veut dire que toutes les dépenses de la République démocratique du Congo passent par un trésor, un compte unique. Ça, c'est une première, c'est pour des raisons de transparence. On pouvait l'avoir bien avant, mais ça n'a pas existé simplement parce qu'on n'avait pas eu... Jean-Pierre Bemba, je pense qu'il n'est pas à sa place pour le transport. Ça a été démontré plusieurs fois. Je ne sais même pas s'il était à sa place au niveau de la défense. Il faudrait voir. Mais en parallèle, il y a quand même l'IAO, Jean-Pierre Liao, qui a organisé le secteur. Il est trop stagnant. Non, lors du premier mandat du chef de l'État, c'était un ministre extraordinaire, selon le chef de l'État, mais c'est comme s'il est limité. Non, le problème, c'est qu'il faudrait s'intéresser à la question, justement,
en interne de fonctionnaires de l'État. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui, depuis qu'ils avaient reçu leur matricule, etc., ils n'avaient jamais été mécanisés. Il y a des gens aussi qui percevaient de l'argent de l'État congolais alors qu'ils ne travaillent pas, ils sont en Europe pour beaucoup. Et cet argent qui en principe devait servir soit à mobiliser les recettes pour payer les militaires, aujourd'hui c'est grâce notamment au travail de l'IAWA à la fonction publique, ce toilettage a permis à ce que les fictifs qui bénéficiaient des millions de l'argent de l'État congolais puissent justement être mis de côté au profit de ceux qui travaillent. Et la conclusion, c'est qu'on prend cet argent, on le déverse dans le trésor public, et aujourd'hui, nos militaires et nos policiers ont vu leur salaire être doublé. C'est une première dans ce pays. Et Jean-Lucien Boussa, l'éternel ministre. Important. Il y a aussi des ministres comme Jean-Lucien Boussa, vous savez. Lui, il a été ministre même avant le président. Jean-Lucien Boussa nous rappelle un peu Martin Kaboué-Loulou, Maker Mwangou, des ministres qui ont fait une longévité à l'instar de chef coutumier. Bon, contrairement aux autres, ils ont travaillé avec un seul régime, mais lui, c'est avec deux régimes. Justement, c'est ça le problème. Je me pose la question sur base de quels critères Jean-David Kilolo, Boussa par exemple, sera ministre 11 années durant. Depuis Kabila, Félix Tshisekedi. Au fait, sur le plan de la gestion, il a même une longévité plus que les présidents de la République. Oui. Je pense que les Congolais, nous sommes au nombre de plus de 100 millions d'âmes. Il y a aussi des Congolais qui peuvent occuper bien les postes, soit du portefeuille, soit du plan, que Jean-Lucien Boussa. Il est temps de revoir, monsieur le président de la République, sur ces têtes qui n'ont fait que trop durer. Et on ne sait pas la vraie raison. Il n'y a pas que lui. Au niveau de l'aménagement du territoire, on ne comprend plus le cahier des charges. On nous dit aujourd'hui qu'il y a une loi sur l'aménagement du territoire. Nous saluons, mais on se pose des questions sur l'impact réel de ces lois que produit l'aménagement du territoire sur la vie réelle des 100 millions d'âmes des Congolais, particulièrement à Kinshasa. Nous avons connu des pluies diluviennes, des morts en cascade. À chaque pluie diluvienne, il y a des morts. Mais on se pose la question sur la vraie raison d'un ministère de l'aménagement du territoire lorsque l'impact ne se fait pas sentir, par exemple, au niveau de la population. On nous a parlé des téléphériques de Kinshasa en 2023 déjà. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on ne nous amène pas les poudres de perlimpinpin pour endormir davantage les Congolais, les Quinois, sur certaines choses? Je pense qu'il faudrait que le chef de l'État tienne compte de ces éléments-là, parce que les Congolais commencent à se poser la question, qu'est-ce qui fait que des gens dont on n'arrive pas à sceller effectivement la quintessence du travail qu'ils font dans les gouvernements, mais demeurent quand même? Voilà. Alors, il y a... C'est aussi pareil pour le ministère de la Jeunesse. Voilà. Jeunesse, on va arriver. Mais il y a un ministre qui fait face à la justice, Constant Moutamba. Est-ce que celui qui est là, qui assure l'intérimaire, peut-il être confirmé? Ou Constant Moutamba serait victime aussi d'une cabale politique? La justice fait son travail. Lorsque la justice fait son travail, il n'est pas de bonne loi d'amener des commentaires. Nous suivons de très près le déroulement du procès. Nous notons simplement qu'à ce stade, il y a eu appel aux témoins. Le ministère public a exigé un certain nombre de gens, comme Constant Moutamba, a exigé ce que la première ministre comparaître. Au-delà de la première ministre, il y a aussi Jules Alingué Tekei. Je pense que la présence de Jules Alingué Tekei, peut-être, si cela est sollicité, ça sera pour des raisons de répartition dont on a entendu parler, mais la question est pratiquement vidée. C'est ça le problème avec la République démocratique du Congo. Ceux qui ont servi, ceux qui servent le pays, en toute loyauté, en toute transparence, généralement ces gens-là sont l'ennemi des prédateurs des finances publiques. Regardez ce qui se passe dans ce procès, regardez... La rapidité, donc toutes les exceptions soulevées par Moutamba ont été regardez le procès Moutamba. Tout passe comme la lettre à la poste, en commençant déjà par le réquisitoire du ministère public au niveau de l'Assemblée nationale. On constate Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, chuchoter à l'oreille pour dire « Oh, il doit démissionner. Oh non, il est déjà cuit, il doit démissionner. » Simple réquisitoire, déjà on condamne Moutamba. Et tout ce qui s'en est suivi, on a compris que les choses passaient comme une lettre à la poste. Et donc, il n'y a pas que Moutamba. On a l'impression que tout
les caciques, toutes les personnes loyales qui travaillent en toute loyauté aux côtés du président de la République, qui sert l'État, le peuple congolais, on a l'impression qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières contre ces gens-là. Regardez ce qui se passe avec Jules Aligete, par exemple, qui a marqué ses empreintes à l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, il a été dignement remercié par la République en mettant fin à sa carrière de manière digne. Mais écoutez, regardez comment est-ce que Jules Aligete est traqué. Jusqu'à dire que c'est lui qui a fait la répartition de l'argent des Frivao, mais ce qui est faux. Il existe, Jean-Marie, nous sommes journalistes, ils sont bien présents, Jean-David, il faudrait que nous fassions la pédagogie à ceux qui nous suivent, pour démontrer à ceux qui nous suivent qu'il y a une chasse aux sorcières des personnes qui servent ou qui ont servi ce pays avec beaucoup de loyauté. Jules Aligete n'a pas fait une quelconque répartition des fonds sur la somme des Frivao. Voilà, la répartition a été faite par la Cour internationale de justice. Et cette répartition est très claire. 225 millions de dollars pour l'indemnisation des victimes. Voilà. Merci. 60 millions pour l'exploitation illégale des minéraux pendant la guerre de l'Ouganda, à Kisangani. Et 40 millions de dollars pour les bâtiments privés et publics détruits. Et donc, à ce stade des choses, l'arrêt existe de la Cour internationale de justice. Alors pour terminer, et donc, dire que voilà, merci. tout ceci est fait alors, par la volonté terminer, je crois que c'est la relève de la naïveté. Pour terminer, il y a des actes de dénonciation des Congolais, des investisseurs. Il y a le professeur Bati Lukwebo qui a été victime des actes de sabotage. Votre point de vue par rapport à cette situation? Je pense que ce qui s'est passé, je crois que les images existent. Oui, oui. Jocelyn peut nous balancer les pas images. Seulement nous les Congolais, quelques secondes là. La République. Il est vrai que la guerre, lorsque une jambe est amputée, c'est tout le corps qui a mal. Mais ce qui se passe dans l'est du pays, avec l'AFC, M23 et les RDF, je pense que ceux qui sont les plus touchés, c'est les ressortissants du coin. C'est les ressortissants du coin, qu'on le veuille ou pas. Je donne l'exemple de Bati Lukwebo. Aujourd'hui, Bati Lukwebo, les gens l'avaient traité de tous les noms, en disant non, il ne l'a pas condamné, oubliant que c'était lui le premier à mener une campagne pour un engagement des jeunes dans l'armée pour débouter l'ennemi. Aujourd'hui, on l'avait traité de tous les noms, mais c'est lui qui paye le frais. À Goma, à Bukavu essentiellement. Là, nous sommes en train de voir sa résidence à Katana. En fait, à Katana, à Kabaré, dans le sud Kivu, c'est la meilleure résidence du coin. Mais cette résidence est occupée aujourd'hui par la rébellion. Aujourd'hui, c'est l'AFC M23 et même l'armée rwandaise qui occupe cette résidence. Et ce que vous voyez, ce sont des impacts de balles. On a saccagé, on a pillé et on a même tué les résidents qui sont là, simplement parce qu'on sait que la résidence appartient à un Congolais, Bati Lukwebo, et qu'il avait pris ses positions dès le départ en s'impliquant pour justement le basculement de la majorité de Félix Tshisekedi. Voilà, là, il est victime, on a saccagé. Mais il n'y a pas que sa résidence. Il y a des véhicules qui sont cassés, mais au-delà des véhicules, il y a sa cimenterie, la cimenterie Katana. Parce que Bati, c'est un opérateur économique. La cimenterie Katana a été visitée, pillée. Les matériels ont été ramenés au Rwanda par des gens en uniforme, comme vous le voyez ici. Ici, nous sommes toujours à Bukavu. Et au-delà de cela, il y a des bus Coaster. Vous savez, à Bukavu, il y a les sociétés brassicoles qui y sont, mais les bus, à peu près 10 bus Coaster, des Bati Lukwebo, qui servaient d'ailleurs des transports pour les personnels des sociétés brassicoles, mais ces bus aujourd'hui n'existaient pas. Ils ont été pillés et amenés au Rwanda. Et je ne parlerai même pas de Goma, de Bukavu et de Goma ou l'hôtel Orchid. Je ne vous parlerai même pas d'autres malls, notamment le supermarché. Merci. Pillés par la rébellion. Ici, c'est une interpellation. Oui, terminé par là. L'interpellation ici, c'est que oui. C'est comme si la guerre ici avait pour motif de régler des comptes à certains leaders du Sud Kivu. Ce qui n'est pas le cas. Et j'espère d'ailleurs, comme on en a parlé pour Kisangani, j'espère qu'après ces affres de la guerre, il y aura une commission, comme l'avait dit le secrétaire général adjoint de l'AFDC, il y aura une commission pour justement indemniser les opérateurs économiques, notamment Bati Lukwebo et d'autres opérateurs qui ont de biens à utilité publique saccagés par la méchanceté. Merci beaucoup, Doubélédou Jésus, surtout de votre passage et cette interpellation contre
les semeurs de troubles. Hein. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition, Christopher Ochokoum, 19h à Kinshasa, 20h à Katana. Restez branchés, c'est les 5 ans. Très bientôt.